La confiance en soi, c'est très important. On se documente toujours sur comment avoir énormément confiance en nous-mêmes. On fait des formations, on lit des livres et tout, mais et chez les enfants? Les enfants, c'est par là que tout commence. Comment est-ce qu'on fait en sorte que nos enfants aient assez confiance en eux-mêmes? On en parle aujourd'hui dans cette émission Les Femmes d'ici. À tout à l'heure. Bienvenue dans votre nouveau numéro des Femmes d'ici, l'émission en question, l'émission qui donne des palpitations. Et quand je parle de palpitations, c'est de vraies palpitations. Parce que c'est passé hier sur ce plateau. Ah, ce fut laborieux. Les filles, les deux invités qu'on a eus là. Il n'a même pas pu parler, la conscience n'a pas parlé. Je fus choquée et traumatisée. Moi, avec tout mon art, mais ma spiritualité a failli s'éteindre. C'est que j'ai vu. Entre les sorties et les rentrées, je t'ai dit. Et la tête, toi, tu as dit, tu n'as pas dit. Je t'ai dit. Je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, il fallait qu'on puisse sauver l'honneur. Même en essayant de sauver, mais c'était pas bon. Non, mais en fait, on a eu des émissions où il y a eu beaucoup de palabres, mais pour hier seulement là. Pour hier, là, c'était chaud. C'était un autre niveau. Et puis, tu sais quoi? En fait, Ramatoulaye m'a avoué que, comme on a léché jusqu'à pays ici, là, donc lui, il est venu se venger. Tu vois son comportement. Et c'est tout ça qui fait les Femmes d'ici, c'est tout ça qui fait l'émission Les Femmes d'ici en tout cas. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis toujours et tout. Là, on est jeudi, donc on dose, on est normal, tout va bien. Mercredi est passé. Les filles, comment ça va? Super bien. Ils ne sont pas, je sais pas moi. Sinon, on va bien, comme tu expliquais le traumatisme d'hier. Voilà, maintenant c'est passé, c'est comme une délivrance. Quand tu dénonces le démon, maintenant il est déjà parti. Non, c'est reprend. Alors, aujourd'hui, on parle de confiance en soi et nous sommes avec deux invités que je vais appeler maintenant Fréjus Zamblé, qui n'est plus à présenter. Fréjus Zamblé, conseiller éducatif et parental. Fréjus Zamblé, comment ça va? Super bien. Très bien. Ouais, ça va. Un plaisir de t'avoir à nouveau chez les Femmes d'ici. Moi aussi. D'accord. Elle est entrepreneure, elle s'appelle Jennifer Auzan. Qu'est-ce qu'elle est belle! Elle est belle, Jennifer. Elle est super belle. Tu as fait un mariage. Tu as dit vraiment les compliments. Vous avez qu'à promener. Il y a un truc qui ne va pas. Je suis fatiguée, ma chérie. En tout cas, vous duré dans la coulisse. Je pense que c'est lui qui lui faisait les photos. Il s'abaissait, tout ça. Il est cassé devant vous. Il a cassé partout. Les autres téléspectateurs, on n'a caché rien. On doit tout En leur fait, dire. c'est la spontanéité avec laquelle le coach a dit elle est super belle. J'ai même encore fini de parler. Non, mais à la dernière émission, j'ai dit ici que tu étais super belle. Qui, moi? Oui. Non, mais après, moi, c'est pas grave. Mais je veux dire... On va nous frapper, pardon. Les filles, alors, je pose la question avant de revenir à nos invités. Pour celles qui ont des enfants, Didja qui a des neveux, comment est-ce que vous faites pour booster un peu la confiance de vos enfants? C'est maman qui a un enfant à parler. Alors, je range ma belle jupe plissée avant de vous parler. Alors, moi, mon fils, la main doit rester là. C'est comme ça, c'est la nouvelle Yachou, la classe. Ah, ça. Alors, moi, mon fils, je lui dis toujours qu'il est le meilleur. Il est le plus beau, le plus intelligent et qu'il va y arriver. Et que même si il n'a pas réussi, c'est pas grave. Il faut recommencer. Et je lui fais comprendre que la vie est un long processus et que c'est pas ce qu'il vaut aujourd'hui qui va faire de lui ce qui sera demain. Je lui dis même, tu vois les ministres, les présidents dans les pays, il faut aller sur Google. Est-ce que tu en as vu quelques-uns qui ont fait des écoles privées et des écoles chères? Non. Mais aujourd'hui, à force de travailler, d'accepter leur situation, de ne pas envier les autres, ils sont à cette place. Et c'est ce que tu mérites, mon bébé. Ouais, ça, c'est vraiment bien ça. Ouais. C'est mignon. Ouais, c'est vraiment mignon. Aurélie? Bah, écoute, moi pareil, on va dire que j'ai deux garçons avec deux personnalités totalement différentes. Et c'est vrai qu'on essaie de s'adapter. Le plus grand, par exemple, c'est quelqu'un qui, on va dire, qui a un petit peu, pas vraiment confiance en lui. Donc on essaye toujours de lui donner des paroles positives. Tu es mignon, tu es beau, tu dessines bien, tu fais de belles choses, etc.
Et bon, après, je pense que en grandissant, ça viendra naturellement. L'autre, par contre, lui, il est très... Il s'assume beaucoup pour son âge. Ouais. Et puis voilà, donc on essaie de s'adapter en tant que parents, quoi. Très bien. Bah, moi, je dirais, je vais pas redire ce qu'elles ont dit. Je pense qu'il est important de valoriser ses enfants, de leur dire qu'ils sont intelligents, de ne pas systématiquement les comparer aux autres quand ils échouent. Surtout, ouais. Et puis, voilà, de parler avec eux le plus souvent possible, de faire en sorte que les enfants soient à l'aise. Parce que le plus l'enfant est à l'aise, le mieux il arrive à s'exprimer. Et la plupart des enfants qui manquent de confiance en eux, en général, c'est des enfants qui sont très effacés. Ouais. Ils n'osent pas parler, ils n'osent pas s'affirmer en public, tout ça. Moi, mon fils, c'est pareil. Je pense qu'à l'école, lui, il a 3 ans, il est encore à la grande section, mais à l'école, la maîtresse lui a dit qu'il est le fils de Kadi Touré. Donc, ça fait qu'à tout moment, quand il fait quelque chose, je suis le fils de Kadi Touré, donc je vais y arriver, je vais faire. Donc, pour lui, il pense qu'il est devenu Superman et tout. Donc, parce qu'il est mon fils. Je lui ai dit, mon frère, faut te calmer. Hein? Mais je pense que ça, c'est peut-être lui-même, en fait. Donc, du coup, je n'ai pas eu à faire grand-chose. Et lui, il est très éveillé, donc il essaie de faire. Et je pense que c'est important. C'est important. On a posé la question aujourd'hui aux Ivoiriens. Comment gérez-vous les peurs chez les adolescents? On vous écoute. Il y a ma nièce qui a peur des chats. D'accord, donc généralement, pour gérer ça, ce que je fais, je me mets bien sûr en scène avec le chat en train de jouer et tout, d'accord, afin de lui montrer en fait que le chat, en vérité même, il est plus ou moins agressif que les chiens, ou même autres animaux domestiques. Donc c'est un peu ça, quoi. Et puis bien sûr, elle prend confiance et puis au fur et à mesure, sa phobie disparaît. Pour gérer la phobie d'un enfant, c'est d'essayer de mettre l'enfant en confiance, juste encourager l'enfant, lui remonter le moral. Bon, il y avait un fils qui avait peur des chiens. Donc je lui ai dit non, faut pas avoir peur de lui. C'est quand tu lui fais du mal, c'est là il peut te faire du mal. Et il faut essayer de jouer avec lui. Bon, si tu vois que tu es en train de jouer avec lui, qu'il est énervé, il faut t'éloigner de lui. Moi, j'ai envie de poser la question tout de suite au coach. Est-ce que les peurs, c'est-à-dire avoir peur d'un animal ou d'un insecte, ça a un rapport avec la confiance en soi? Parce que moi, j'ai peur des serpents, moi, j'ai peur des cafards, j'ai peur de tout, en fait. Non, ça n'a rien à voir. La peur, c'est une perception. Okay. Donc, si on ne sait pas ce que c'est, moi aussi, j'avais peur des chiens, jusqu'à ce qu'on me montre, on m'explique comment conditionner un chien. Parce que le chien, effectivement, il devient agressif lorsqu'il a en face de lui quelqu'un qui a peur. Alors, la peur se transmet par énergie. Du coup, le chien se sent en insécurité. Et le serpent? Bon. Le serpent, bien entendu... Non, bien entendu, quand on est dans les zoos, etc., on a des spécialistes en face de nous. Ils nous expliquent qu'il n'est pas agressif. Et quand on voit le serpent, même sur celui qui le tient, généralement, ça encourage à faire l'effort. Même si vous avez un lion ou un éléphant que vous n'avez jamais vu, vous avez des perceptions, mais lorsque vous vous trouvez dans un zoo et que vous voyez, par exemple, les autres sont en train de toucher, ça vous encourage. C'est pourquoi je disais que la peur, c'est vraiment une perception. OK. Ça n'a rien à voir avec la confiance en soi. Ça n'a rien à voir. Moi, un chien m'a poursuivi quand j'étais petite. J'avais 2 copines, Mariam Ketty et Sylvie Kofi. On marchait, puis on a vu le chien d'un voisin. Et c'est pas ce qui m'a pris, il a commencé à courir. Il a dit, le chien là nous a poursuivis jusqu'on a grimpé sur un arbre. Mais comme j'étais trop grosse, je ne pouvais pas grimper. Donc le chien a mordu mes mollets. Donc il a pleuré, chien, pardon, faut pas me mordre. Mais c'était trop tôt, ça me fait piquer dans ton monde depuis là. En fait, des chiens, je ne suis pas dedans. Ben oui, et cette peur, elle est restée. Hein. Mais du coup, moi, je veux revenir sur la confiance. Comment est-ce qu'un enfant perd confiance en lui? D'accord. Donc, très bien, le professeur. Oui, non, ça c'est très intéressant, sa question, parce qu'en même temps, ça nous permet de savoir qu'est-ce qui est la confiance en soi, qu'est-ce qui n'est pas la confiance en soi. D'abord, il y a un avant et un après. Ça, je le dis tout le temps, un adolescent, il est d'abord enfant, il grandit, et il y a l'après-adolescent. Alors, pour parler de confiance en soi, il y a 3 éléments. Donc, il y a l'environnement, il y a la perception, et il y a la capacité, il y a la valeur que l'individu lui-même se donne. Mais tout ça, c'est conditionné par l'environnement. Donc, si on est dans un environnement où on dit, par exemple, tout à l'heure, elle disait, son enfant, c'est un champion, etc., eh bien, tu es l'enfant de Kadi Touré, l'enfant, il voit sa maman à la télé, elle est appréciée, elle fait certaines choses, maman est brave, je suis l'enfant de Kadi Touré, ça donne une certaine propulsion derrière. Mais si je suis dans un environnement, on me dit, je suis bête, je ne suis pas intelligent, etc., ce qui va se passer, on aura des adolescents qui auront des signes qui vont montrer. Donc, soit il ne va pas parler,
c'est des enfants qui ne parlent pas du tout, même quand ils ont un point de vue à donner. Soit ils rasent le mur, donc ils vont se cacher. Ils n'aiment pas être très publics. Ou on aura des enfants aussi qui sont très agressifs. Ils sont très agressifs. En fait, l'idée pour eux, c'est de se protéger. C'est ça. Donc, pour ne pas qu'on dise que non, écoute, voici Fréjus, on va l'appeler, il va commencer à dire la personne qui m'appelle, il va voir ce qu'il va lui faire. Ou bien ils sont assis en classe et puis ils se mettent à bavarder. Ils font beaucoup de bruit. En réalité, c'est des enfants qui ont juste besoin d'attention. Donc, ils vont vouloir juste attirer l'attention sur eux. Donc, voici des signes qui peuvent nous montrer qu'effectivement, notre enfant manque de confiance en lui. Alors, donc, si je comprends bien, les enfants qui ne peuvent pas s'exprimer, des fois, peuvent l'extérioriser par la colère. Bien sûr. Alors, est-ce que, par exemple, quand vous avez des réunions de famille, ou bien peut-être faire des remarques à votre enfant devant d'autres personnes, et que l'enfant essaie de s'expliquer, mais qu'il a peut-être des difficultés à s'exprimer, puis on dit « Oh, toi, tais-toi, non seulement tu ne sais pas parler, mais c'est toi qui fais des bêtises ». Est-ce que tout cela fait partie du manque de confiance qu'on pourrait mettre en l'enfant? Bien sûr. Bien sûr, c'est ce qu'on appelle l'incapacité apprise. Incapacité apprise. Donc, cela veut dire que l'enfant, il cherche à s'exprimer. On voit même qu'il fait des efforts, il cherche des expressions, etc. Et puis, on lui dit « tais-toi ». Alors, au fur et à mesure qu'on va faire ainsi, l'enfant sera convaincu qu'il a l'incapacité de s'exprimer. Donc, arrivé un moment, il ne parle plus. Parce que toutes les fois qu'il va se retrouver avec ses amis ou dans une réunion, lorsqu'il va vouloir s'exprimer, son cerveau va lui signaler « Tu te rappelles la fois dernière, tu vois que tu as échoué, tu es impuissant, c'est impossible, laisse ». C'est un peu comme les mathématiques. Il y a certaines personnes, dès que tu leur dis mathématiques, ils voient feu rouge dans le cerveau. Le cerveau signale que c'est difficile. Parce que toute leur vie, parce que toute leur vie, on leur a dit mathématiques, c'est... Non. C'est nous, on savait qu'on voulait aller en maths, en fait. Ah, moi, c'est vrai que Valérie... Non, c'est faux. Si vous regardez bien... Si vous regardez bien dans votre style d'apprentissage, on vous a dit que mathématiques, c'est difficile. C'est dur, c'est dur. Okay. Non, moi, je ne peux pas. Et toutes les fois que vous avez de mauvaises notes, peut-être l'enseignant vous disait que non, mais tu es nul. Mais professeur, est-ce que c'était pas un professeur? Parce que souvent, quand on était assis en classe de mathématiques, et puis on dirait qu'il y a un vent qui rentre dans ton oreille. Ça fait... Tout ce qui dit, même tu es bleu. Tu comprends pas. Donc, quand tu vois les autres réagir, tu as l'impression que tu es d'un monde différent. En tout cas, c'était dur. Non, mais on a parlé de l'environnement tout à l'heure. Moi, je vais vous donner des exemples pratiques. J'ai été emmené à recruter des enseignants dans une école. Et là, je reçois un courrier du fondateur qui me dit « Écoute, il y a un professeur de maths demain qui vient faire un entretien. Il faut déjà le retenir. » Je dis « OK, il n'y a pas de problème, mais au moins, il fera l'entretien avec moi. » Et il vient, il est quand même d'un certain âge, c'est un doyen. Ça fait 35 ans qu'il enseigne. Donc, moi, quand j'ai lu son CV, il dit « Ah, mais c'est magnifique. Et vous êtes apparemment bon. » Il dit « Non, lui, mathématiques n'a pas de secret pour lui. » Il dit « Magnifique. Est-ce que vous avez déjà enseigné une classe de 35 personnes et tout le monde a eu la moyenne ?» Il me dit « C'est pas possible. » Il dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Mais comment je donne une interrogation? Le plus fort, il a 10. » Vous comprenez la perception. Donc, c'est dire qu'il a contaminé facilement, pendant 35 ans, des élèves à croire qu'ils sont inintelligents et qu'ils ne peuvent pas faire les mathématiques. Ah ouais, parce qu'ils se croient le plus fort, en fait. Pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur les parents et la manière dont ils réagissent, nous, en tant que parents, on peut dire tout ce qu'il y a de positif pour notre enfant. Tu es beau, tu es intelligent, tu es ceci, tu es cela. Mais, par contre, il y a une réalité, c'est qu'il est confronté, quand l'enfant sort de la maison, à un monde extérieur, où il y a des gens qui peuvent le dévaloriser, comme on dit, le harcèlement scolaire, etc. Comment, en tant que parents, on peut aider nos enfants à s'imposer face à ce monde-là? Dire qu'un enfant il est intelligent, dire que quelqu'un est beau ne suffit pas. Supposons que je viens ici à NCI tout crasseux, vous voulez m'encourager, vous dites « Ah, écoute, Fréjus, tu es jolie. » C'est valorisant. Mais ce qui va faire que je vais sentir que je suis jolie, par exemple, vous allez me prendre pour la coiffure, on va me coiffer un peu, on va me porter de nouveaux vêtements, et en ce moment, comment je vais me regarder, serai fier. Donc, féliciter un enfant, dire que c'est bien, ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'il doit faire pour... Donc, je dis à mon enfant, tu es intelligent, il a eu 0. Il est découragé, il vient avec ça. Non, maman, là, je ne peux plus. Non, mon fils, ça va aller. Tu sais, tu es très brillant, etc. Alors, on voit ta feuille, regardons ensemble qu'est-ce qui n'a pas marché. Ça, c'est quand on réalité... connaît mathématiques, là. Non, peu importe. Peu importe. Ou le maître de maison ou un truc. Le maître de maison, etc. Bon, si, bien entendu, elle a... si le parent lui-même... Sinon, on peut faire appel à quelqu'un qui maîtrise pour lui dire, écoute, tu vois, là, voici ce que tu n'as pas pu faire, raison pour laquelle tu as eu 0. En ce moment, on arrive au deuxième niveau, on arrive à montrer une démarche à l'enfant et il comprend que ça n'a pas marché parce que.
Et donc, voici la nouvelle démarche à appliquer pour faire face peut-être à ses amis, etc. Dans le cas où il se fait frapper à l'école, par exemple, où il se fait violenter, quelle est la démarche qu'en tant que parent on doit faire? Est-ce qu'on doit on doit l'emmener au taekwondo ou au kung-fu pour qu'il se batte, qu'il apprenne à se défendre, ou comment on peut faire ça? Déjà, il faut dire que l'école est réglementée. Alors, ce que nous faisons déjà, l'école est réglementée. On ne se bat pas à l'école. Oui, mais ça arrive. Hein, vous comprenez? Maintenant, ton ami t'a tapé. OK, tu réagis ou qu'est-ce que tu fais? Si tu réagis, vous êtes en conseil de discipline. Donc, il faut apprendre à l'enfant comment on règle les conflits. Donc, par exemple, on t'a tapé. OK, ça ne s'est pas bien passé, mais est-ce que tu as signalé à l'éducateur, à l'éducatrice, etc. Maintenant, bien entendu, il y a des enfants qui manquent de confiance en eux, à la maison, qui sont brimés, et ils essaient de traduire cela à l'école. Donc, ils tapent leurs amis. Alors, j'ai dit aux parents, un enfant qui tape régulièrement ses amis, il faut signaler ça à l'école. Il faut signaler, d'accord. On va revenir à ça. Jennifer, ça va? On t'a pas oublié. Hein. Alors, le truc, c'est que toi, tu as des enfants et tu as élevé aussi tes frères, on va dire. Mon frère. Ton frère. Donc, tu es vraiment habitué à gérer un peu les enfants. Effectivement. À ton avis, qu'est-ce que tu as remarqué le plus chez ces enfants, chez ton petit frère ou tes enfants, qui montrent qu'ils ont vraiment confiance en eux-mêmes? D'abord parce que moi-même, je suis un modèle. OK. Voilà. Parce qu'il ne suffit pas de dire à l'enfant, non, tu es fort, tu es beau. Toi-même, en tant que parent, puisque c'est sur toi que l'enfant va copier d'abord à la maison, il faudrait que tu sois un modèle. Voilà. Donc, j'essaie quand même d'être un modèle pour le juste milieu. Voilà. Ils doivent partir à l'école, ils doivent aller au travail. Oui, travailler. Bosser dur. Donc, ça les motive. Effectivement. Souvent, quand il y a un petit problème à la maison ou quelqu'un fait quelque chose, je dis non et je demande. Parce qu'il faut communiquer. Il faut demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que tu as fait ça, c'est dû à quoi. Quand la personne explique, je dis non, c'est pas comme ça tu devrais procéder parce qu'en faisant ça, c'est le mal. Et voilà comment tu devrais faire. Moi, ma fille, elle m'a dit un jour qu'elle veut devenir riche. Elle veut devenir riche, mais elle a expliqué un truc vraiment pas clair. Je lui ai dit non, pour être riche, il faut travailler d'abord à l'école. Ensuite, quand tu vas grandir, tu vas avoir un boulot ou bien tu vas essayer de voir ce que tu peux faire. Et puis, en fonction de ça, tu vas avoir de l'argent. On ne devient pas riche comme ça, soit par exemple en prenant 100 francs sur la table de maman ou bien en fouillant dans le sac d'autrui. Ce n'est pas la bonne manière. Donc, pour moi, d'abord, pour assurer d'abord un enfant, c'est la communication. Parce que l'enfant qui n'est pas sûr de lui, c'est celui-là même peut-être à la maison qui est délaissé. C'est ça. À l'école même, souvent, on te dit, ah, ton enfant, ils ont fait la composition, il faut venir prendre le bulletin, tu ne passes pas à l'école. On ne sent même pas que l'enfant même est un parent. Ouais. Donc, du coup, c'est les petits trucs comme ça qu'on essaie de mettre en place pour pouvoir assurer l'enfant. Très bien. Les jeunes ont dit à la coach, tellement que c'est la vérité. Alors, ma chérie, c'est vraiment ce que tu as dit est tellement vrai. Ton petit frère, il a forcément eu des petites crises. Celui que tu as élevé, que tu as vu. Parce qu'on a toujours un frère comme ça, hein, qui est bandit à la maison, qui fatigue tout le monde, parce que peut-être maman ou papa le chouchoute. Non, toi-même, malgré que tu agis là, quand tu lui parles, il te dit 2 mots. 2 mots là, mais quand il te dit quand tu vas agir, la maman aussi, elle intervient pour dire, il ne faut pas toucher à mon enfant chéri. Est-ce que tu n'as pas ce genre de cas là chez toi? Effectivement. Moi, j'ai 2 petits frères, le dernier et l'avant-dernier. Ils sont différents l'un de l'autre, très, très différents. Le dernier, il est calme, il est réservé, il est toujours dans son coin. Il est surtout poli. Mais l'avant-dernier, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Par exemple. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, ça. Il se croit le chouchou de la maman. Donc, du coup, quand tu es en train de lui réprimander, tu es en train de lui dire quelque chose qui n'est pas correct, même si c'est correct pour... Que lui n'aime pas, en fait. Que lui n'aime pas. Moi, mon frère, il y a une fois où je suis en train de discuter avec lui. En ce moment, je vivais encore chez la vieille, on était tous en famille. Quand j'étais en train de parler avec lui pour lui dire « Mais toi, tu te comportes très mal et qu'il y a des choses que tu fais qui ne sont pas bonnes. » Il m'a dit « Les filles de ton âge s'en vont se marier. Toi, tu es assise dans la maison ici, tu es en train de parler seulement sur les gens. Il faut aller te marier. » Il m'a dit ça clair comme ça. Quand tu t'étais en même temps, tu ne sais pas ce que tu as dit. Non, mais je lui ai dit « Ok, il n'y a pas de problème. » Et quand je parle et puis je dis à la vieille « Mais tu vois comment il me parle là ? Tu vois comment il est en train de me parler, ça va créer des histoires tout de suite, hein, parce que là, je ne veux pas supporter. » Automatiquement, il dit,
quand la vieille essaie de lui parler pour lui dire que non, mais on ne parle pas comme ça à sa grande sœur, il lui dit carrément, tu m'aimes plus? Tu ne m'aimes pas, tu m'as jamais aimé, tu m'aimes pas, tu me prends ça. Voilà. Donc ça a été toujours comme ça. Waouh. Il faut qu'on en parle avec le coach. Il faut qu'on parle. Quand il y a des crises comme ça, on en parle juste après cette pub. À tout de suite. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous regardez l'émission en question, Les Femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de confiance en soi chez les adolescents avec Fréjus Zamblé et Jennifer Aouzan. Jennifer Aouzan, alors avant de partir en pub, coach, quand on a une crise comme ça, où genre l'enfant il est carrément rebelle, il te parle mal, tu ne peux pas le frapper ou l'aider à grain. Non, elle a donné la réponse. Elle dit, il se croit le chouchou. Il ne se croit pas. Il est. Il est. Ouais. C'est ça. Vous voyez, c'est... Un enfant, l'enfant, c'est l'éducation. Je disais dans la dernière émission que les enfants, à partir de 3 ans, ils commencent à valider tout ce qu'on leur a appris. C'est ce qui va compliquer l'adolescence ou pas. Il parle mal aux gens, on dit on ne le fera pas. C'est un acquis pour lui. Ouais. Il n'a pas appris à respecter les gens. Ouais. Donc l'environnement a occasionné cela, il va multiplier les crises, etc. Généralement, quand nous, on a ce type d'enfant en coaching, tu te rends compte qu'en fait, tu dois lui apprendre à nouveau certaines choses. C'est même pas évident pour lui de dire bonjour aux gens. Pourquoi lui doit dire bonjour aux gens? Oui, mais quand tu lui expliques que, par exemple, bonjour, c'est dire toi-même tu te souhaites bonjour. Ah, ouais, il comprend maintenant. Ouais. Donc, pour quelqu'un comme ça, c'est pas de sa faute. C'est des valeurs qu'il a. Il a téléchargées par les parents, par son environnement, et donc il ne fait que rééditer. Et on ne peut rien faire. Non, il faut lui apprendre les bonnes manières. Il faut lui expliquer pourquoi est-ce qu'il doit faire cela. Ouais. Et généralement, les adolescents, quand ils comprennent le pourquoi est-ce qu'ils doivent faire les choses, généralement, en tout cas, par bon sens, ils le font. Et bien entendu, quand on les apprécie, ah, aujourd'hui tu m'as dit bonjour, j'apprécie ça. Hein. Ça stimule son cerveau, ça donne des récompenses. Ah, on m'apprécie quand je suis comme ça. Il va se mettre à rééditer. D'accord. D'accord. Du coup, tout à l'heure, elle a parlé d'un de ses frères qui était réservé. Ça m'emmène à me demander, est-ce qu'une personne introvertie manque nécessairement de confiance en elle? C'est quoi la limite? Il faut faire la différence entre timide et puis calme. C'est pas la même chose. Timide, c'est dit, à un moment, on parlait naturellement, et puis on a arrêté de parler. Donc là, on a un problème de confiance en soi, parce que l'individu, peut-être, on lui a dit, tu ne sais pas faire ceci, tu ne sais pas faire cela. Donc l'enfant, il a mis le pied sur le frein, il n'agit plus. Mais calme, c'est des personnes qui sont très posées. Tu lui demandes son point de vue, il va te le donner. Mais il est calme de nature. Ouais, okay. Il n'est pas bouillant, etc. OK. Très bien. Alors, je voulais vous parler d'un cas qui est très, très régulier dans les familles. Ce sont les adolescents. Nos adolescents, là, en tout cas, ils ont un comportement assez bizarre. D'abord, eux, ils connaissent tout. C'est eux qui connaissent la vie plus que nous. C'est eux-mêmes qui nous traitent de gaou parce qu'ils se disent que nous, on ne connaît rien, on est vieux jours. Eux, ils sont hiérins. Mais secondo, ils sont toujours enfermés dans la chambre. On ne sait pas pourquoi ils aiment faire des chambres toujours sur leur portable. Donc, on ne sait même pas à quel moment ils ont eu confiance. S'ils n'ont pas confiance en eux, on ne peut jamais savoir. Parce que là, à fait de rester dans la chambre, même quand tu leur dis de venir manger, on dirait que tu les as frappés. Pourtant, ça pouvait même mettre la nourriture dans leur bouche pour les nourrir. Bon, cas comme ça, on fait comment? Généralement, quand ils sont dans la chaise, ils ne sont jamais seuls. Ils sont toujours avec leur téléphone. Ouais. C'est ça. Mais avec le téléphone, ils sont connectés avec leurs amis. Vous savez, pour un adolescent, la chose la plus importante, pour lui, c'est d'être avec ses amis. L'idée, c'est de créer une tribu. Parce que l'adolescence, c'est ça. On doit créer notre petit groupe, on doit créer notre tribu. Dès qu'ils voient les parents, généralement, comme on dit en français ivoirien, ça coupe le cœur. Parce que le parent, il ne comprend pas en fait certaines choses. Donc pour lui, avec ses amis, tout de suite, ils se comprennent. Donc il se renferme parce qu'il ne sait pas ce qu'il va dire. Tu l'as dit tout à l'heure, hein. Ils sont bandits. Et c'est ça notre nom français, en fait. Et dès qu'il passe, on dit, voilà. Ça il sait qu'il est en train de gâter quelque chose, en fait. Ou bien toi-même, là, mais depuis, on ne te voit pas dans la maison. Hein. Ça, il espère qu'il n'y a pas une mauvaise nouvelle. C'est comme ça qu'on les accueille. Du coup, quel est le dialogue qu'ils vont avoir avec nous? Ils préfèrent se mettre sur Facebook. Mais Joe, c'est comment? Aujourd'hui, c'était chaud à l'école. Ah! Ils ne sont pas seuls. Quand ils sont dans leur chambre, si tu regardes les messengers, bon, toi, mais tu vas te dire, waouh, quoi. Justement, par rapport aux réseaux sociaux, c'était ma question, c'est comment, en tant que parent, on peut gérer ça? Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, ils sont tout le temps sur leur téléphone et ça peut même influencer, comme on dit, le comportement de l'enfant.
Parce qu'en fonction de ce qu'il va voir, il va soit s'identifier à ça ou ne pas s'identifier à ça et ça peut créer un problème. Donc, comment en tant que parent, on peut gérer ça? Ça va dépendre des activités qu'on a à la maison avec nos enfants. Okay. Tu ne peux pas supprimer le téléphone et puis il n'y a pas d'activité. Ça ne fonctionne pas. La fois dernière, je ne sais pas si c'était sur ce plateau que j'avais donné l'exemple de mon ami qui avait créé une bibliothèque chez lui. Et il comptait le livre qu'il lisait à chaque repas. Mais aujourd'hui, chez lui, c'est vraiment un film. C'est-à-dire, on finit de manger rapidement et puis on a 2 heures de film. C'est-à-dire, les enfants sont passés à un autre niveau. Ils lisent et puis ils imitent ce qu'ils ont lu. Donc aujourd'hui, il a acheté un trépied, caméra, il a acheté des mèches, moustaches, tout ça. Et aujourd'hui, c'est un film chez lui. Donc, quelles sont les activités qu'on a avec nos enfants? Est-ce qu'on se retrouve avec nos enfants pour jouer, pour avoir des conversations, pour avoir des débats? Ça va occuper leur temps. Parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils font sur Facebook avec les amis. Je suis d'accord. Alors justement, comme tout à l'heure, tu disais que les adolescents aiment se retrouver avec leurs amis. Comment nous, les parents, on peut gagner leur confiance, en fait? D'abord, elle a dit ça dans son intervention tout à l'heure, c'est nous-mêmes revenir à nous-mêmes, en fait. Se rappeler quand on était jeune. Qu'est-ce qu'on voulait? On voulait que papa parle de tel sujet avec nous. Aujourd'hui, il y a 2 conversations. Si on n'est pas en train de critiquer nos enfants, on est en train de parler de leurs notes. C'est le seul débat. C'est le seul débat. Non, c'est vrai, en fait. Il y a la sexualité qui est là. Il y a leurs amis qui sont là. Est-ce qu'on connaît les amis de nos enfants? Est-ce qu'on connaît les parents des amis de nos enfants? Est-ce qu'on connaît les enseignants? L'école, c'est comment? Mon fils, les matières, là, quelle est la matière qui te fatigue? Mais plutôt de demander à l'enfant, mais qu'est-ce qui ne va pas? On dit, bon, moi, non, en mathématiques, il était trop dangereux. Non, moi, tout le monde était premier. Il n'y a pas son dernier. Mais ce n'est pas le débat, en fait. Donc, trouver des sujets comme ça pour parler, et j'encourage les parents, chaque semaine, d'avoir au moins 30 minutes pour parler avec leurs enfants. C'est-à-dire, on est 2 dans un jardin, on n'a pas besoin de grandes choses. Glace 500, c'est bon pour nous. S'il y a un petit jardin dans le quartier, on est assis là-bas. Mais au fur et à mesure qu'on va commencer, au départ, il va y avoir son piège. Il y a un enfant qui m'a dit, le vieux, il est dans les gammes 2 jours là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Coach, le vieux, il me pose des questions, mais il sent que c'est piège. Donc, j'ai écrit au papa pour lui dire, non, tu continues. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'il faisait avec lui. Bon, le vieux, un matin, il s'est là, il dit, bon, on va causer. Est-ce que c'est pas pour me soutenir des informations? Ça, c'est clair que même nous, si on nous fait ça, on allait dire la même chose. Bien sûr, en faisant ainsi, l'enfant va comprendre que non, en fait, c'est pour m'aider. Donc, on aborde l'enfant sans jugement, on aborde des thématiques qui l'intéressent. Et si on ne sait pas, on peut faire des recherches. Moi, généralement, je dis aux parents, pour être à l'aise dans nos conversations, on va sur Google, on a une vidéo, on envoie ça à l'enfant s'il a un téléphone, et regarde, on va en discuter. Tu vois, vendredi à 13h, c'est notre rendez-vous, on va en discuter. Donc l'enfant, il a déjà regardé, qu'est-ce que tu en penses, etc. Et c'est intéressant. Moi, je me rappelle, pour la première fois que ma tante a fait cours de sexualité, c'était chaud. Elle pose question, on est assis comme ça. Qui va Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on était en salle d'études et comme elle est enseignante d'SVT, donc elle a une encyclopédie sur la sexualité. Donc moi et mon petit frère, on s'est cachés pour regarder ça. Et puis elle nous a surpris. Et puis elle nous a surpris dans la salle d'études. Et c'est un gros livre. Donc on a laissé tomber. Ça fait boum. Elle dit, c'est quoi? On dit, non, on voulait être bien placé. Elle dit, mais c'est même pas... Vous voyez le débat, elle dit, mais c'est même pas la place du livre. Le livre, il est dans la bibliothèque. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Du coup, elle a compris qu'on avait un besoin de sexualité. Donc elle a dit, mercredi, 17h, cours de sexualité. Bien. Mais premier jour, question. Bon, on avait déjà peur de la tante. Bah oui. Elle nous regarde. Elle dit, vous là, on appelle ça comment? On regarde, on voit la photo. Hein. Et là, mon vieux... Hey, parlez vite, on va avancer. Mais vous voyez que quand elle a commencé à dire non, les vrais, on a commencé à aimer et ça, c'était un bon rendez-vous pour nous. Donc, et ça nous a permis de maîtriser. À gagner la confiance, d'accord. Alors, il y a quelque chose aussi qui est un peu présent dans la vie de nos enfants, c'est ce qu'on appelle le rôle modèle. Moi, je ne sais pas comment on dit en français. Stéréotype. Les mentors. Ouais, les modèles, en fait. C'est-à-dire l'enfant doit avoir un rôle modèle. C'est-à-dire, si ce n'est pas toi la maman, au moins c'est le papa. Bon, il y a beaucoup de mamans qui élèvent leur enfant seul. Donc, ça peut être un oncle, ça peut être un ami, en tout cas qui est vraiment proche de la famille, à qui l'enfant peut se confier. Parce qu'en général, les enfants, ils ont des difficultés en Afrique parce que pour le manque de communication, on se confie aux parents. Donc, est-ce que vous pensez que le fait qu'un enfant ait un rôle modèle, ça peut changer sa confiance?
Bien si sûr. aussi n'a personne, je ne sais pas à qui se confier, mais il y a un rôle modèle. Bien sûr. Ça c'est un conseil que, par exemple, je donne aux mères seules. Parce que généralement, elles nous disent que, écoute, je dois assumer le rôle du père et de la mère. Mais l'enfant, si c'est un garçon, il ne peut pas tout nous dire. Ouais. Vous voyez, donc on va chercher dans notre environnement un oncle ou un grand frère qui est en très bonne symbiose avec l'enfant. Et lui, il va jouer ce rôle-là. Maintenant, bien entendu, il y a ce qu'on appelle aussi le projet professionnel des enfants. Lorsqu'ils sont à partir ils arrivent en 6e, il faut lui demander qu'est-ce que tu veux faire. Mais ils ne savent jamais, c'est ça le problème. Non, ils ne savent pas parce que, bien entendu, il n'y a pas de système assez aigu, assez pointu de l'orientation en Afrique. Ça, c'est un problème. C'est vrai. En fait. Donc nous, par exemple, ce qu'on propose aux parents, on fait le test psychométrique qui nous permet de montrer et la personnalité et le profil d'apprentissage, mais surtout les métiers et filières adaptés à la personnalité de l'enfant. Ouais, généralement, dès qu'on trouve ça, on va écrire maintenant le projet professionnel. Par exemple, l'enfant dit qu'il veut être footballeur. Magnifique. Dis-moi les modèles de footballeurs. Un rôle modèle, c'est ça. Voilà, que tu veux, à qui tu veux ressembler. Donc, généralement, il choisit, et puis nous, maintenant, on va faire sortir une biographie. Sur l'individu. Par exemple, il veut être comme Drogba, il veut être comme Messi, mais qu'est-ce qu'il a fait pour être ce qu'il est aujourd'hui? Du coup, l'enfant comprend deux choses. Il comprend le parcours, il comprend qu'il doit faire des efforts, parce que la plupart de ceux qui disent qu'ils veulent jouer, ils n'aiment pas l'école. Mais par contre, quand tu fais ce dossier-là, ils disent donc je dois avoir au minimum mon bac. Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait day to day pour atteindre son objectif? Donc, justement, l'individu devient l'objectif. Et il couvre cet individu-là. C'est très bien ça. On va applaudir le coach parce que c'est très bon. Alors, du coup, j'ai envie de savoir, est-ce que les filles et les garçons ont les mêmes peurs, à peu près? Oui, on va dire. On va dire tout est une question de perception et tout va dépendre de l'environnement dans lequel on a grandi. Ici, on était dans un environnement où les gens peut-être ont peur d'entreprendre. On va avoir des enfants qui vont avoir peur d'entreprendre parce que papa nous a dit, en griffe, bon, tu faut être dans un bureau. Voilà, faut être dans un bureau. Donc, généralement, c'est les mêmes peurs. Généralement. C'est pas très séparé, généralement. Comment on peut faire lorsque nos enfants commencent éventuellement à tomber sur de mauvaises fréquentations? Parce que ça aussi, ça arrive à un certain moment, à 16 ans, 17 ans, 15 ans même, c'est l'âge même où, vraiment, comme on dit, un garçon ou une fille même ils veulent s'exprimer. Donc, comment on peut faire à ce moment-là quand on se rend compte que notre enfant s'éloigne, mais en même temps, on voit aussi que les amis autour ne sont pas forcément bien, mais on ne peut pas non plus tout leur interdire, c'est ça? C'est ça. On ne peut pas. Donc, comment on peut faire? Avant de répondre à ta question, je vais poser une question. Est-ce qu'on lui a appris à sélectionner ses amis? C'est quoi un ami? C'est quoi un camarade? Quels sont les critères par rapport à mes objectifs, bien entendu? Bien sûr. Parce que tout à l'heure, Yasmine disait qu'ils n'ont pas... Comment? Yasmine disait que, bien entendu, Yachou, c'est plus intéressant. Elle disait qu'ils n'ont pas d'objectif. Bien entendu, il faut leur permettre de déterminer leurs objectifs. Parce que s'il a un objectif, du coup, il va comprendre quel type de fréquentation il doit avoir. Aujourd'hui, vous êtes dans le monde professionnel, vous avez vos projets, ça vous emmène à refuser de faire certaines choses et à valider certaines choses. C'est la même chose. Si l'enfant sait exactement où il va, bien entendu, ça va lui permettre de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir atteindre? Mais si on ne lui a pas montré c'est quoi un ami, c'est quoi un camarade, quelles sont les valeurs que doivent avoir tes amis, mais c'est zéro. D'ailleurs, ils vont l'encourager plus rapidement. D'accord. Jennifer, est-ce que toi, en tant que parent, tu as eu affaire à un jour un coach, tu t'es dit, mes enfants, il faut quand même que je les pousse d'une certaine direction, parce que, pas en Côte d'Ivoire, en Afrique même, on ne va pas avoir des coachs pour nos enfants, on se dit qu'on est... Voilà. Moi, j'ai jamais connu cette histoire de coach pour encadrer les enfants, franchement. Voilà. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça avec les enfants. J'ai jamais fait intervenir quelqu'un, sauf peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des moments qui élèvent les enfants seulement. Je suis avec mes enfants et le papa, il est de l'autre côté. C'est ça. Donc, du coup, les enfants, la plupart du temps, quand le papa passe avec eux, ça fait qu'ils sont beaucoup plus rapprochés. Donc, quand il y a quelqu'un qui commet une gaffe comme ça, je dis, OK, il n'y a pas de problème, je vais dire à papa. Du coup, dès qu'ils entendent, je vais dire à papa, puisque papa, vraiment, c'est vraiment l'homme idéal qui est gentil. Il va se fâcher quand il va apprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas bien. Donc, du coup, ma fille, ou bien mon fils me dit, maman, je dis oui, je voulais juste m'excuser. OK. Voilà. Les enfants sont chicots. Mais du coup, je vais revenir un peu à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que vos enfants
ont déjà eu de mauvaises rencontres à l'école ou se sont fait malmener par des camarades? Et si oui, comment vous avez géré ça? Moi, ma fille, quand elle partait à l'école, souvent quand elle vient, elle me dit qu'ils l'ont tapé, ils l'ont frappé. Moi-même, à l'école primaire aussi, j'ai vécu ça. J'étais malmenée aussi à l'école primaire. Donc, le jour où ça a stoppé, c'est le jour où il y a vraiment eu une bagarre. Voilà. Moi, par exemple, avec ma voisine de classe qui me prenait mon petit-déj, quand je mets dans mon casier, je vois qu'elle a déjà pris. Donc, du coup, même, elle me demande même de venir avec de l'argent pour pouvoir lui donner tout ça. Souvent, c'était compliqué. Si je n'ai pas l'argent, quand je vais à l'école, je n'arrive même pas à l'école. Je tourne parce que si je vais là-bas, avec la classe, tout le monde va rire, tout le monde va se moquer pour dire elle va te frapper. Je te dis ça, là, quand on va sortir, là, elle va te frapper. Donc, souvent, j'ai tellement peur que je Et ta fille a vécu ça aussi? Ma fille, quand elle va à l'école, me dit, maman... Du coup, quand elle me dit ça automatiquement, moi, je pense à ce qui s'est passé. À ce qui s'est passé dans mon enfance. Ouais. Donc, je lui dis, si tu vas à l'école et qu'on te tape et que tu ne réagis pas, c'est pas bien. Quelqu'un peut te blesser, quelqu'un peut te faire du mal, tu vas mourir. Si tu meurs, tu vas plus voir maman. Elle dit... Oui, je lui dis ça. Je dis... Maman africaine, on allait nous tuer. Si tu vas et qu'on te tape, mon bébé, tu tapes aussi fort qu'on t'a tapé. Tu as compris? Elle dit oui, maman. Je dis, est-ce que tu as bien compris? Elle dit oui, maman. Donc, elle va à l'école, quand quelqu'un la tape, elle réplique. Moi, j'ai été convoquée déjà pour ça. On m'a dit non, au départ, quand ma fille venait se plaindre, je lui ai dit, quand tu tape, il faut dire à la maîtresse. Ou bien quand elle prend le car, elle dit, telle personne a bousculé, elle dit à la convoyeuse dit, allez-y régler ça. Entre enfants, entre enfants, vous voyez déjà ce que ça fait. Toi, tu aimes toi rapporter. Voilà. Non, l'enfant Donc, est gêné. on ne sait pas à qui se plaindre. Ou bien la personne chez qui on se plaint ne prend pas en considération ça. Mais comme ma fille elle va devenir dure, je pense que ça va aller. Donc elle vient... C'est vrai qu'après, à ce niveau-là, moi, c'est pour ça que je laissais quand même le coach parler tout à l'heure par rapport à ma question, mais je suis aussi d'accord avec vous que si à un moment donné, un enfant se fait malmener, il faut aider cet enfant. Il faut que cet enfant qui se fait malmener puisse réagir. Parce que tu ne vas pas continuer de laisser ton enfant se faire frapper. Il va aller dire au directeur, ça ne va pas quelque part. Maintenant, c'est comme moi, mon enfant frappe l'autre maintenant qu'on m'appelle. OK, appelez-moi. Donc, je ne veux pas que mon enfant me laisse. Quand tu as été convoquée, comment ça s'est passé finalement? Arrivée là-bas, elle me dit, vraiment, votre fille est très dure. Hein. Elle malmène ses amis, elle fait n'importe quoi. Elle fait ceci. Moi, dans mon cœur, je suis en train de rire parce que vraiment... Pour que ma fille arrive à là, je sais combien de fois j'ai pas allé. En tout cas. Je sais combien de fois j'ai pas allé. Le coach nous dira si c'est la bonne méthode ou pas. Non, de toutes les façons, c'est risqué. Ouais. Vous savez, même le karaté, quand vous inscrivez vos enfants, ils vous diront que c'est pas pour se battre. Oui, bien sûr. C'est pas pour se battre. Non, c'est sûr que c'est pas pour se battre, mais au moins quand les enfants sauront que mon fils fait karaté, ils auront peur de lui. En tout cas, ça, effectivement. Même judo, ça vous c'est pour dissuader. Peut-être. Et vous allez voir qu'elle a été convoquée parce que la réaction de l'autre côté a été rapide et efficace. Elle a dit à sa maman ou ses parents, et les parents sont venus se plaindre à l'école. Ils disent ça là, on ne laisse pas. C'est pourquoi on vous a convoqué. Donc si elle avait simplement dit à la maîtresse et puis la maîtresse est assise, ça allait continuer en fait. Mais moi je pense que c'est parce que ma fille elle a tapé fort, elle a tapé plus fort. Oui, elle a tapé plus fort, mais l'autre s'est plaint. Il a senti bien la douleur. C'est ce que je dis en fait. C'est ce que je dis. Non, c'est risqué. Dans le cas où votre enfant n'a pas la capacité de se défendre, mais vous allez venir ramasser l'enfant. Mais du coup, je vous dis qu'après ça, elle est tranquille. Personne ne l'embête. Voilà. Non, c'est normal, elle a tapé fort. Même le jour de férié, elle me dit qu'elle veut partir à l'école. Je vois que c'est parce que là-bas, c'est bon. Elle maîtrise maintenant la classe. Je comprends. Je comprends ce que le coach dit. C'est-à-dire que si, en fait, l'enfant n'a pas assez de force et qu'on lui demande de retalier, on lui demande de taper, si on le frappe, c'est grave. Mais s'il a la force nécessaire et qu'il rend le coup, ben c'est tant mieux. Donc vous voyez, en ce moment, c'est biné, quoi. Non, ça va, coach. En général, mais souvent, quand on te frappe, on te tape, et puis tu n'as pas la force, là. Et puis le jour de ta gloire, quand tu as lui donné une tchakou dans sa gorge, là, la personne même va dire que non, il ne croit pas que c'est toi. L'enfant, là, quand il dit, comment, tellement il t'a fatigué, t'a martyrisé, là. Le jour de ta gloire, quand tu as le gifle, un 50 dans son oreille, ils vont savoir que, toi, la fille, comme ça, la force. Ils vont pouvoir te respecter à l'école. Oui, mais le truc, c'est que c'est dangereux. Moi, c'est des situations que j'ai déjà vécues dans des écoles et nous sommes allés négocier. L'enfant, il vient, il porte les lunettes.
Dès qu'il arrive, ses enfants enlèvent les lunettes, ses amis enlèvent les lunettes, et puis ils courent avec ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans la tête des parents. Apparemment, ils lui ont dit non, il faut te défendre, tu es trop flegmatique, etc. Le jour où l'enfant s'est défendu, il a envoyé un vrai coup. Ça, on dit Djakou. L'autre est évanoui. L'affaire s'est terminée en justice. C'est pourquoi j'ai dit, faisons attention à ce que nous sommes en train de dire. Toute la Côte d'Ivoire nous regarde. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on est en train de dire. Alors, moi, le truc, ce qui s'est passé avec moi, c'est que moi, j'étais plus jeune, j'étais peut-être, je sais pas, en CE1 ou un truc comme ça. J'ai une fille, tu sais, les filles qui doublent la classe, elles doublent, elles sont grandes, elles sont en forme, là. Elle prenait mon petit déjeuner, elle prenait mon argent, elle prenait tout. Et chaque fois, elle faisait ça, mais j'avais peur de dire à ma maman, j'avais peur. Et un jour, j'ai dit à ma maman, quand on a fini l'école, ma maman est venue à l'école, ma maman, elle était grande en forme comme ça. Elle est venue à l'école, tchafoule sur tout le monde, crier. Mais ça m'a boosté, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai vu ma maman en train de faire palabre, du coup, j'ai eu confiance en moi. Et la prochaine fois, quand la fille est venue, je lui ai dit, gare à toi, je vais te botter. Et elle a voulu faire quelque chose là. C'est qu'elle lui a montré. Mais depuis ce temps-là, je lui ai dit, c'est maman qui m'a boosté. Mais après, tout le monde me respectait dans l'école. Souvent, il faut des petits trucs comme ça, en fait. Non, mais c'est maman. Maman est venue revendiquer un droit qui est normal. L'école, c'est pas un ring. J'envoie mon enfant à l'école, mon enfant vient à l'école. Si quelqu'un touche à mon enfant, elle aura des problèmes avec moi. Ouais, c'est ça, ouais. L'école a entendu ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas se permettre. Souvent, même peut-être ils ont appelé tes amis pour leur dire, hey, si vous êtes touché, cette fille-là, vous savez ce que sa maman est venue faire ici. C'est des menaces, mais elle avait raison. Mais je dis toujours, faisons vraiment attention. Et généralement, dans le cas de la confiance en soi, ça, vous pouvez lire toutes les encyclopédies qui en parlent, sont violents ceux qui n'ont pas confiance en eux. Sont violents ceux qui n'ont pas confiance en eux. Confiance, c'est vrai. Ah bon, OK. Moi, j'ai une petite question. Alors, c'est un cas qui est très régulier en Côte d'Ivoire ou partout dans le monde. Les familles recomposées. Vous avez une femme qui a ses enfants, et qui a son fils, par exemple, ou sa fille, qui va se marier à un homme qui a déjà... Et puis, elle fait des enfants avec l'homme. Et l'homme n'a jamais d'enfants, mais avec la femme, il a ses enfants. Et le mari fait toujours la différence entre l'enfant de la femme et peut-être ses enfants. Ça fait que l'enfant perd sa confiance. Pourtant, vous avez peut-être élevé votre enfant dans la confiance et tout. Dans le cas aussi, ça peut être que la maman vit quelque part, mais elle a envoyé sa fille chez son papa qui vient sa femme là-bas. Mais quand l'enfant revient là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'enfant n'est plus le Dieu qu'il était. Il commence à devenir bizarre parce qu'on lui casse sa confiance. Donc, comment on peut réagir face à une situation pour remonter la confiance? Remonter la confiance. Et on va remonter cette confiance-là. Juste après la pub. Jennifer Aouzan et Fréjus Zomblé sont avec nous aujourd'hui pour parler de confiance en soi chez les adolescents. Et juste avant de partir en pub, Yasmine a parlé de ces familles recomposées où on va casser la confiance de l'enfant chez l'un des parents. En fait, ce sont les comparaisons. C'est vraiment les comparaisons. La fois dernière, je disais que même entre nos enfants, même père, même mère, on peut faire des comparaisons. Effectivement. C'est dangereux. Le problème avec la comparaison, soit l'enfant sera boosté ou il va arrêter d'agir. Parce que celui avec lequel on le compare, s'il sent que l'écart est trop grand, généralement, il freine. Donc, ça va encore dépendre des personnalités. Si c'est un enfant qui aime vraiment le combat, il va aller. Alors, généralement, la chose la plus simple, c'est d'avoir une éducation unique avec nos enfants. Même ça arrive, ce que tu dis, ça arrive lorsqu'on a 2 enfants seulement. Il y a un, lui, fait bien, et puis l'autre fait pas bien. On dit, mais toi, tu vois pas comment... C'est clair. Et c'est insidieux. On peut ne même pas sentir que nous sommes en train de faire des comparaisons. Mais l'enfant va se sentir blessé. Donc, généralement, ce qu'il faut faire, j'avais parlé de la charte des valeurs revient ici, il faut uniformiser l'éducation qu'on donne à nos enfants. Tout le monde respecte les mêmes règles, tout le monde fait la même chose dans la maison. Généralement, c'est plus facile. Et la charte, généralement, on l'a prescrit aux enfants, aux familles recomposées. Parce que là, c'est comment est-ce que je dis la même chose à tous les enfants. Mais si tout le monde fait la même chose, en fait, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de séparation. Tous les enfants comprennent qu'effectivement, ils sont amenés à faire la même chose. On dit 18h, là, tout le monde rentre. 18h, tout le monde rentre. C'est intéressant. On dit bonjour à tout le monde le matin. Bonjour à tout le monde, c'est plus intéressant. Donc, comme ça, chaque enfant se sent valorisé. Mais non, c'est battre la femme. Maltraiter mon enfant, quoi. Alors, avant de partir au Sans Tabou, il y a un truc rapidement que j'aimerais savoir. Souvent, on se dit que les enfants, quand tu as 2 enfants, le premier,
il devient un peu introverti parce qu'on privilégie souvent le second. Parce qu'il est le plus petit. Donc, quand il prend quelque chose, non, il faut laisser, c'est ton grand, il faut le donner, Donc, du coup, le premier, on a l'impression que lui, on le traite, pas exprès. Un peu plus difficilement que l'autre, un peu plus à la dure, quoi. Difficile. Et le deuxième est toujours gâté. C'est-à-dire que c'est lui qui a confiance en lui. Et le premier, c'est pas trop ça. Est-ce que ça, c'est bon ou pas? Non, c'est pas bon du tout. Parce souvent, que on dit non, c'est un enfant, il faut le donner. moi, j'ai vécu ça avec ma petite sœur. Vous savez, c'est jusqu'à l'âge de 21 ans, lorsque j'ai été emmené à prendre en charge ma petite sœur, que j'ai commencé à l'aimer. Oui, parce que moi, j'étais seul garçon. Et puis, je suis avant-dernier. Donc, avant qu'elle n'arrive, c'est la star, on ne me touche pas, etc. Et le truc, c'est que je n'ai même pas vu dans la grossesse. Hein. Parce que ma maman, elle est un peu, elle est un peu forte de forme. Je suis troisième, on est 8. Hein. Et puis là, un matin, bim, je vois, il y a un bébé qui est là, tout le monde est content. Je n'ai pas compris ça, je n'ai pas validé. Vous voyez, donc ça, c'est ce qui peut briser la confiance en soi de l'enfant. L'autre chose, c'est qu'en Afrique, nos premiers ont trop de responsabilités. C'est-à-dire, le premier, on a l'impression qu'il doit être parfait. Du coup, on tape tellement dessus qu'à un moment, il arrête d'agir. On dit, tu dois suivre ton petit frère. Tu dois être l'exemple. J'avais pris un enfant coaché comme ça qui se droguait. Et l'enfant, on lui dit que lui, il est le premier de 16 petits-enfants. Quelqu'un qui n'a pas fini de se gérer. Je te jure. Et à chaque fois, on lui répète ça. Il a dit, j'ai fait une réunion, j'ai dit, convoquez-moi toute votre famille. Et cette famille, j'ai dit, arrêtez de dire qu'il est le premier de 16 enfants. Et pire, c'est que les enfants ne les respectaient même pas. Les enfants des autres ne les respectaient pas. Donc, quand ils se retrouvent chaque samedi, ils ont l'habitude de se retrouver, il lui manque de respect. Et mais ça casse la confiance en lui. Mais regarde, il y a quelqu'un qui disait qu'il a été élevé par un de ses oncles. Mais il n'a jamais su que l'oncle n'était pas son papa. Parce que vraiment, le monsieur l'a élevé au même niveau, ses enfants, tout ça. Mais un jour, ils ont reçu de la visite. Et c'est lors de la visite, lui, il était dans la chambre. Et puis l'oncle a dit, voici mes enfants, ce sont tes enfants qui sont là. Et lui, il est venu. Mais ils ne l'ont pas présenté comme ses enfants. Ça, c'est l'enfant des temps. Mais c'est notre enfant aussi. Donc, depuis ce jour, ça a cassé quelque chose de grand en lui. Et comment il s'est réfugié, vous allez voir que c'est triste, c'est qu'il s'est fait approcher, dont il a grandi, par des personnes, on va dire, qui sont bi ou homosexuelles, je ne sais pas comment je peux dire. Et ces messieurs-là lui ont donné beaucoup d'affection. Et il a senti l'affection paternelle, enfin, qu'il n'avait pas reçue. C'est comme ça que il a fait les deux jusqu'à aujourd'hui. Il s'est repris, il a arrêté. Mais pendant une période, il s'est donné à ça parce qu'il avait ce manque-là. Et quand il nous a expliqué, vraiment, on a eu pitié. Il faut faire vraiment attention à comment est-ce qu'on parle à nos enfants, ce qu'on dit même des enfants, comme on a dit, là, le premier, deuxième, troisième. C'est pas parce qu'un enfant vient d'arriver qu'on va marginaliser l'autre, on va négliger l'autre en disant qu'il est grand et tout, parce qu'un enfant reste toujours un enfant. On passe au sans tabou. Alors, la question du sans tabou, est-ce que votre enfant vous a déjà mis dans l'embarras en public? Je commence par toi, Jennifer. Genre, ton fils a mis ta fille a mis la honte sur toi, mais de dingue, quoi. Effectivement. Quel enfant fait pas ça même? Dis-nous, raconte-nous. Et souvent, j'ai des clientes qui viennent à la maison pour venir prendre du poulet. Et parmi elles, là, il y a une qui vient chaque fois qu'elle vient. Non, voisine, donne-moi 2 poulets, demain, je te donne l'argent. Quand demain arrive, elle n'envoie pas l'argent. Et c'était répétitif. Donc, moi, quand elle s'en va, je dis, celle-là, toujours, elle vient pour un poulet ici, elle n'envoie pas l'argent. Donc, même quand on sonne, je dis, j'espère que ce n'est pas la femme, la voisine. Hein. Si c'est elle, a dit que je ne suis pas là. Oh, que ma fille, elle est juste à côté. Donc, un jour, je suis sortie. La dame, elle est venue à la maison. Elle a sonné, la petite ouvre. Bonjour, maman, ça va? Elle dit oui. Et ta maman n'est pas là. Tante, tu es venue prendre poulet ou bien tu es venue faire quoi? Elle dit non. J'ai demandé après maman, maman n'est pas là. J'espère qu'aujourd'hui, tu as envoyé l'argent pour prendre poulet. Et les enfants, là. Donc, la dame, elle m'appelle. Elle me dit, voisine, je ne comprends pas. Ta fille, je suis venue, je n'ai même pas parlé de poulet, tout et tout. Elle me dit, j'espère que tu as envoyé l'argent de poulet, là. Que vraiment, apparemment, quand je passe chez toi prendre du poulet,
tu racontes que je n'envoie pas l'argent, les choses comme ça. Et elle a tellement interprété ça d'une autre partie, elle a commencé à faire des histoires avec moi au téléphone. Alors que moi, je voulais m'excuser. Mais l'entendre faire des histoires, j'ai dit, mais est-ce que ce que la petite a dit, c'est faux? Voilà. Donc, elle a même pu avancer un mot. Mais bon, c'était quand même une honte que ma fille aussi. Ça me rappelle le fils d'une amie. C'est-à-dire que chaque fois, lui, il s'en va boire la bouillie. Surtout quand c'est Ramadan, il s'en va boire la bouillie chez les voisins. Le petit, il s'en va boire bouillie chez les voisins. Donc, elle parle. Elle dit arrête de partir prendre la bouillie chez les voisins. Donc, un jour, il est parti boire la bouillie chez les voisins. Il revient. Elle a bien chicoté. Et qu'est-ce que l'enfant fait? Il s'en va s'arrêter devant la porte des voisins. Ouais, la bouillie qu'il y a bu là, ils m'ont chicoté. Hein. Parce que si vous voulez manger chez vous, ils m'ont chicoté. Ça peut mettre deux familles en parlant, mais en Afrique, les gens n'aiment pas ça. Chaque fois qu'elle vient, elle parle. Mais aujourd'hui, elle m'a chicoté. C'est que l'autre famille, l'autre, elle était dépassée. Vraiment. Les enfants. Moi, j'ai deux petites histoires. La première, c'est, bon, tout le monde la connaît, hein. C'est une dame là, quand elle vient, elle aime aller aux toilettes, elle ne tire pas la chasse. Donc, la femme se plaignait toujours. Donc, quand la femme a sonné, la fille a dit, maman, vas-y, la tante qui fait gros ça sent qu'il ne tire pas la chasse. C'est la première histoire. Deuxième histoire, ça, c'est réel maintenant même. J'ai une de mes camarades, à quand on était à Londres. Ses camarades. Elle a élevé sa fille seule. Et puis, j'étais une autre de mes copines. Le mari de la dernière était là. Mais ce n'est pas le papa de sa fille, quoi. Et puis, bon, vous savez, on aime s'amuser. Quand t'as mis, ça va, chérie? Tu t'appelles comment? On connaît son nom pour l'embêter. Il m'appelle tant, il est ici en tête. Ta maman s'appelle comment? Ton papa s'appelle comment? Moi, beaucoup de papas. Hein? Il dit, hein? Comment ça? Comment il y a beaucoup de papas? Hein? Quand mon papa, lui, là, n'est pas là, mon deuxième papa, là, il vient tomber dans le lit à ma maman. Là, quand on va à Paris, on prend un resta là. Mon papa là aussi, il dort à ma maman. Moi, il y a beaucoup de papas, tous sont gentils, mais ils font cadeau. C'est gâté là, on a devant gâte de ma couille. Il c'est Jensen. On ne sait pas comment on l'a frappé, si on tapait. Mais de la manière dont sa maman l'a chicoté le jour là, on ne pouvait pas enlever l'enfant de la main de sa maman. Dieu. Mais elle a cassé, elle a dit la vérité comme ça. Tiens, quand le monsieur est au travail la nuit, il y a quelqu'un qui vient. Soyez c'est pas amusement. Alors, moi, c'est un peu préparé, sauf que c'est pas mes enfants. J'emmenais mes enfants souvent dans un coin, là, 8e tranche, pour jouer là-bas. À l'époque, c'était encore ouvert, d'ailleurs, c'est fermé. Et puis, j'étais assise là, et puis il y a une petite fille qui jouait, mais qui était à côté de moi, tu vois. Et elle a commencé à me parler. J'ai dit, mais tu t'appelles comment? Tu fais quoi et tout? Tu es à quelle école et tout? Elle a commencé à me raconter, non seulement ça, mais sa vie, la vie de ses parents. Et hier, là, mon papa et puis ma maman, là, ils ont fait palabro. J'étais triste comme ça. Et puis ma maman, là, quand elle sort, on va aller acheter des trucs comme ça. Elle a raconté, mais elle passait du coq à l'âne. Mais je dis, quand sa maman est arrivée, quand il regardait sa maman... Bonjour, madame. Bonjour. Je ne pourrais pas lui dire. Mais tout ce qu'il a dit, votre fille, elle est bien. Bien même. Bon, nous, en ces conditions, avant de partir, c'est pas ma fille. C'était plutôt l'une de mes assistantes qui m'expliquait son enfant, il fait beaucoup de bruit quand il est dans un supermarché. Donc, il est en train de lui donner des conseils. Il dit, non, ça, tu fais, ça marche. Donc, apparemment, elle m'a posé un piège. Elle dit, non, viens chez moi. Il vient chez elle. Elle dit, non, on va faire un tour au supermarché avec son petit garçon. Et puis, on arrive là-bas. L'enfant commence. Donc, bon, il commence à conditionner le petit, mais il voit que ça ne prend pas. Et puis, l'enfant, il crie, tonton, faut me laisser. Non, pardon, faut refaire. Un mec que tu avais adoré. Il a commencé à conditionner. Et puis, le petit dit, tonton, faut me laisser. Il tire. Et puis, il... Bon, donc, finalement, ce qu'il a fait, il est, bon, comme on dit dans le jargon, il est soulevé. On va être dans la voiture. Mais attends, mais quand j'ai un c'est que ça part, il a dit non, lui, il n'était pas conditionné. Continue, papa, j'ai tout la savoir. Le dit, c'est qu'il a commencé à me reconnaître. On dit, mais attends, c'est pas le coach là. C'est bizarre. Mais moi, ça me rappelle. Est-ce que Alors, moi, c'est mon neveu et sa mamie. On était tous là au salon en train de discuter. Et puis, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, la fête d'accouchement est arrivée. Donc, l'enfant demande si on enlève le bébé dans le ventre. Donc, sa mamie, naturellement, elle dit oui, on enlève le bébé dans le ventre, tout ça là. Il dit, sa mamie, c'est faux. Et tu mens. Moi, j'ai vu à la télé, la femme, là, elle a écarté ses pieds, le bébé est sorti par les fesses. En fait,
J'étais comme ça, et puis ça m'a mis aussi, elle était comme ça. Elle dit, mais on peut t'expliquer, mais c'est dans le ventre, d'abord il est dans le ventre, il dit, c'est faux, l'enfant c'est lui. Tu as discuté avec lui, pourquoi? Moi, ça me rappelle rapidement un truc où j'étais dans l'avion et je revenais à Abidjan, de Paris à Abidjan. Et il y a un petit qui était derrière. Mais ça dit qu'il avait peut-être 3 ou 4 ans. Mais il était tellement énervé, tellement nerveux qu'il criait. Il criait dans l'avion. Ça dit qu'il y a les enfants, ils pleurent. Mais lui, il hurlait au point où sa maman ne pouvait même pas le maîtriser. Il hurlait tellement qu'il commençait à frapper sa maman. Ah, mais il était derrière. J'étais devant lui, puis je regarde comme ça. Je dis, petit, c'est quoi ça, la vie? Viens te prendre. Moi, mais il dit, il va essayer de gérer enfin des gens qui m'ont envoyé. Le petit là-bas me frappait aussi. Il a dit, ça peut être là-bas mon enfant. Il l'a ramené là-bas, il dit, madame, débrouille-toi. Mais si c'était mon enfant là, devant tout le monde, là, on va en prison là-bas. Quoi? Le petit a frappé sa maman. Mais ça montre en fait comment l'enfant fait à la maison. Parce que l'enfant reproduit exactement ce qu'il fait à la maison dehors. C'est ça. Mon maquilleur qui est venu un jour à la maison, parce que mon maquilleur, il porte des boucles d'oreilles. Et mon fils, carrément de 3 ans, il vient, il me dit, maman, lui, il a 5 garçons, mais c'est une fille. Voilà. Je dis, j'étais là comme ça. Le gars s'est dit, il faut laisser ça, c'est les enfants, tout ça. Mais je ne savais pas en fait comment. Et puis les six, mais il a porté pour d'oreille, non? Je dis, tu te tais, tu vas là-bas. Alors, on est à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Fréjus, d'avoir été avec nous. Merci. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à tous ces parents qui brillent sans s'en rendre compte, la confiance en soi de leurs enfants? Oui, c'est quelque chose qui se construit. La confiance en soi se construit. On doit vraiment faire attention à ce que nous disons à nos enfants. Pour ne pas faire de l'impuissance apprise, parce que c'est ce qu'ils reçoivent, ils vont retransmettre auprès de leurs amis, donc ils seront violents. Mais un enfant en confiance, on aura gagné beaucoup, parce que c'est cet enfant-là qui va facilement discuter avec le parent, qui va facilement chercher les bonnes solutions et sera moins nerveux. Très bien, très bien. Jennifer, tu as un dernier mot? Moi, je voulais dire que c'est vraiment pas facile de rassurer un enfant adolescent. Mais bon... il faut communiquer, peut-être? Il faut beaucoup communiquer avec l'enfant qui est en train de grandir, qui est en train de découvrir beaucoup de choses. Il faut pouvoir quand même le rassurer, tout en étant un exemple aussi pour cet enfant. Très bien. Pas se décourager. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici, toujours avec des palpitations. Bye bye.